Après que le premier Antei eut gagné le droit de devenir l'empereur des hommes et des femmes de Rokugan, il entreprit de faire de sa terre un lieu digne d'un règne. Se fiant aux qualités de sagesse et de patience dont elle fit preuve lors du tournoi, il fit appel à sa sœur, Dame Doji, pour l'aider dans cette tâche. Doji accepta de seconder son frère, et ils créèrent ensemble le système des castes, Inin, Heimin et Samouraï. La terre fut répartie entre les différents kami. Antei se contenta de la plaine dans laquelle il était tombé, Otazanyushi, tandis qu'il s'attelait à la construction d'un palais à cet endroit, une cité commença à voir le jour à proximité. Attirant des quatre coins de Rokugan, les gens venus voir le palais de leur nouvel empereur. Quand sa construction fut terminée, une grande cité s'étendait sur la plaine autrefois déserte. L'empereur décréta une grande célébration dans la cité, la faisant décorer de lanternes en papier et y organisant des épreuves de force et d'adresse. L'une de ces épreuves était de déterminer qui deviendra le champion personnel de l'empereur. Matsu, disciple de Hakodo, s'inscrivit au tournoi, et beaucoup pensaient qu'elle le remporterait facilement. Cependant, un homme venu des lointaines provinces du Nord décida également d'y participer. Son sabre était plus vif que la morsure du serpent. Il parlait peu et s'inclinait respectueusement devant ses adversaires après chaque duel. Personne ne pouvait égaler sa maîtrise du sabre, et pour finir, même la grande Matsu fut mise à terre, désarmée et vaincue. Contrairement à son habitude, l'homme ne s'inclina pas devant son adversaire, se contenta de s'éloigner pour lui permettre de se relever. L'empereur fut ravi de découvrir un tel talent, et demanda qu'on fasse venir cet homme. Mais Matsu se déclara insulté par cet homme qui ne l'avait pas traité avec respect. À l'issue du duel, il défia l'empereur. L'empereur demanda à l'homme si c'était bien la vérité. Et il répondit « Je ne vous ai pas traité avec respect, Matsu-san, parce que vous-même n'avez jamais témoigné aucun respect envers vos adversaires, qu'il s'agisse de moi ou d'un autre. Vous estimez que les enfants du clan du lion n'ont aucune raison de respecter l'homme du peuple. Alors je vous le dis, nous sommes peut-être les enfants de la terre, mais nous ne valons pas moins que vous. Nous vivons et nous mourrons comme vous. Et nos maisons sont bâties sur la même terre que les vôtres. Elles ne sont pas enterrées sous vos pieds. » L'homme s'inclina respectueusement devant l'empereur et demanda l'autorisation de se faire seppuku pour ces mots téméraires. Mais à la consternation de Matsu, Antei se contenta de sourire. « Mon nouveau champion a raison. Bien entendu, lança-t-il. Le peuple de Rokugan a sans doute besoin de nous. Mais nous avons besoin de lui. Va en paix, sœur du clan du lion. Aujourd'hui est un jour de fête, pas de guerre. Que l'on sache à partir d'aujourd'hui que le champion de l'empereur est aussi le champion du peuple, et qu'il incarne sa confiance. » Matsu leva son katana rengainé et le pointa vers le nouveau champion. « Que l'on sache aussi qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura de l'inimitié entre nous deux, petit homme. Ne l'oublie pas. »« Je m'appelle Kakita, » répondit calmement le petit homme. L'empereur et son nouveau champion discutèrent jusqu'au lever du soleil. Ils devinrent rapidement des amis, et en gage de confiance envers Kakita et de son désir de renforcer les liens qui les unissaient, l'empereur lui offrit sa propre sœur, Doji, en mariage. Dame Doji entendit par hasard la proposition que fit Antei à Kakita, qu'il accepta. Elle songea tout d'abord à refuser de se plier à l'ordre d'épouser un simple mortel, puis à se faire seppuku, mais rapidement lui vint une autre idée. Dame Doji s'approcha de l'empereur et s'inclina profondément devant lui. Pour symboliser ce mariage, elle demanda l'autorisation de formuler une requête à son futur mari. « Je ne désire que 3 petites choses. » Regardant Kakita, Doji se fendit du plus beau sourire, tout en se dissimulant légèrement derrière son éventail. « Tout d'abord, je sais que tu es un homme sage et un élu, et je voudrais que tout le monde profite de votre don. Je suis sûr que vous serez ramené à mort à la vie le jour de notre mariage. » Le sourire de Kakita commença à s'estomper, mais elle poursuivit. « Ensuite, je sais que vous êtes un homme de savoir. Pour approfondir l'éducation du peuple de Rokugan, je voudrais que vous disiez à la cour quelle est la taille exacte du monde, et combien de temps il faut pour le parcourir. Enfin, je voudrais que vous m'apportiez un cadeau d'une beauté parfaite. Le mariage est un moment de beauté et de célébration. C'est pourquoi je désire quelque chose dont la beauté ne puisse être égalée. » Ainsi, Dame Doji pensait s'être débarrassée de son encombrant prétendant. Mais Kakita, tombé amoureux d'elle, était bien déterminé à ne pas être écarté aussi facilement.
Il sollicita de Antei la permission d'entamer une quête pour résoudre ces énigmes. Avec réticence, l'empereur autorisa Kakita à quitter Otozanyushi. Avant de partir, Kakita se rendit dans les quartiers de Dame Doji et expliqua à sa promise qu'il lui laissait sa sœur, qui la servirait fidèlement pendant son absence. Doji resta dissimulé derrière son rideau, mais Kakita entendit le rire étouffé des deux jeunes femmes. Kakita parcourut Rokugan durant des semaines, cherchant vainement les réponses de sa quête. Personne n'avait jamais parcouru totalement le monde, et ramener un mort à la vie était proprement impossible, même pour les Shugenja du clan du Phénix. Pourtant, Kakita refusa d'abandonner, et il poursuivit son périple. Quand il arriva sur les terres du clan du Lion, il fut insulté et menacé, les membres de ce clan n'ayant pas oublié la manière dont le petit homme avait traité leur daimyo. Kakita traversa les continents jusqu'à l'océan, sur les côtes. Il s'arrêta dans un petit village, niché au pied d'une haute falaise. Kakita s'adressa aux habitants et leur fit part de sa quête. Ces dernières leur indiquèrent une petite cabane de pêcheurs, construite à flanc de falaise, où vivait l'ancienne du village et son fils. C'est le fils Torikago qui ouvrit la porte à Kakita, en l'appelant par son nom, tout en s'inclinant respectueusement. Le pêcheur expliqua, le sourire aux lèvres, que sa mère lui avait parlé d'un certain Kakita, dont elle attendait la venue. Surpris, Kakita entra dans la petite maison, et il découvrit une vieille femme assise sur un oreiller. La femme adressa un sourire à Kakita, et l'invita à s'asseoir à ses côtés, et à partager un bol de riz fin. Elle s'appelait Yasuki, et avait un extraordinaire don de prémonition. En se conformant à ses recommandations, le village était devenu le plus prospère de Rokugan. Malheureusement, il n'y avait aucun samouraï dans le village, et personne pour défendre ses richesses contre la convoitise de ses voisins. Yasuki se dit prête à aider Kakita, à une condition. Son fils, expliqua-t-elle. Il était un homme brillant, doué, aussi bien pour le commerce que pour le maniement du sabre. Et il lui fallait une femme honorable, qui lui donnerait des fils, qui deviendraient des samouraïs. Et d'après elle, Kakita connaissait certainement un moyen d'attirer des jeunes femmes de bonne famille. Si après leur mariage, le couple venait à s'installer à proximité du village, ajouta-t-elle, de nombreuses jeunes filles ne manqueraient pas de leur rendre visite. À terme, une de ces filles nobles finirait par consentir à épouser le fils de Yasuki. Surpris par la proposition scandaleuse de la vieille femme, Kakita ne put s'empêcher de rire. Marié à un samouraï-ko, un pêcheur, Yasuki se contenta de lâcher un délicat rond de fumée. Est-ce donc si absurde que le mariage d'un simple samouraï avec la fille d'une déesse? Kakita rit de nouveau, et accepta les conditions de la vieille femme. Durant 2 jours, il partagea la vie de Yasuki et de son fils, écoutant attentivement les conseils qui lui permettraient de réussir sa quête. Puis il repartit à Otozanyushi. Selon une vieille croyance Rokugani, les jumeaux naissent en partageant leurs âmes. Et si certains d'entre eux sont parfaitement semblables, c'est parce que leur âme ne s'est pas complètement séparée à la naissance. Kakita et sa sœur jumelle, Kiyamori, étaient dans ce cas. Et dans le palais, Kiyamori ne quitta pas Dame Doji, la servant fidèlement, comme son frère lui avait demandé. Elle passa plusieurs jours à raconter à sa maîtresse les faits héroïques de Kakita. Chaque jour, Doji se promenait dans les jardins du palais impérial, accompagnée de Kiyamori. Et chaque jour, sa réticence à se marier s'amenuisait, jusqu'à ce qu'elle en arrive à souhaiter le retour de Kakita. Quand celui-ci se présenta finalement au palais de l'empereur, on fit venir Dame Doji, et la cour se réunit pour assister au dénouement de la désormais célèbre quête de Kakita. Doji essayait de se montrer aussi arrogante et confiante qu'auparavant, mais ses yeux fixèrent le sol quand Kakita s'inclina respectueusement devant elle. Dans la foule des courtisans rassemblés, Kiyamori rit et ne put réprimer un léger sourire. Tout d'abord, délicieuse fiancée, lança Kakita, vous m'avez demandé de ramener un mort à la vie le jour de notre mariage. Portant la main à un petit sac, Kakita en sortit un morceau de bois sec. J'ai trouvé ceci sur les côtes d'un petit village de pêcheurs, bien loin de la forêt la plus proche. Sa mort est ancienne et remonte à un hiver rude, qu'il a vu séparé de son arbre maternel, être emporté par les vents, puis finalement finir son vol dans les eaux glacées de l'océan. Il a flotté pendant plusieurs saisons, inerte et sans vie, avant d'échouer sur la côte, sous la pluie estivale. Ce morceau de bois est sans conteste mort, comme tu l'as demandé. Intrigué, Antei leva un sourcil interrogateur, tandis que Kakita sortait un étrange instrument à cordes de son sac. Dans ce morceau de bois que je vous ai montré, j'ai sculpté ce présent. Et de ses doigts agiles, Kakita joua une douce mélodie, à l'aide du biwa, le premier instrument de ce type jamais créé à Rokugan. Le biwa produisait des notes pures, dont l'écho se répercuta sur tout le palais. Et partout où la musique pouvait s'entendre,
les gens s'arrêtaient pour écouter avec émerveillement cette belle mélodie. Et quand Kakita eut terminé, personne ne pouvait nier le fait que le bois mort était revenu à la vie. Dame Doji ne put qu'acquiescer. Ensuite, douce fille d'Amaterasu, vous m'avez demandé de vous dire quelle était la largeur du monde et combien de temps il fallait pour le traverser. La réponse à votre question n'est pas dans le voyage d'un homme, mais dans celui de son compagnon. Si un homme se réveillait lorsque Dame Soleil, votre mère, se lève sur la mer et l'accompagnait tout au long de son parcours, au-dessus des terres, il se retrouverait sans aucun doute de l'autre côté du monde, quand celle-ci va se reposer dans les territoires occidentaux. Le beau sourire de Kakita s'élargissait de plus en plus. Ainsi, puisqu'Amaterasu est mon guide, je vous réponds qu'il ne faut qu'un seul jour pour parcourir le monde. Les courtisans saluèrent d'un sourire cette élégante démonstration, et Antei lui-même dut se contenir pour ne pas rire. Dame Doji rougit légèrement, et dissimula son sourire en levant légèrement son éventail. Kakita lui renvoya un sourire malicieux, et poursuivit. « Enfin, madame, vous m'avez demandé de vous apporter un objet d'une beauté parfaite. Une beauté sans pareille, que pas même vous ne pourriez égaler. » Kakita plongea de nouveau la main dans son sac, ce qui provoqua un murmure dans l'assistance. « Trouver la plus belle chose de Rokugan ne fut pas très facile, madame. Mais je pense pouvoir vous la montrer. » Les mains refermées sur l'objet qu'il sortait de son sac, il s'approcha de sa promise, et tendit les bras vers elle. Dame Doji se pencha instinctivement au-dessus de ses mains closes, que Kakita ouvrit, et entre ses doigts reposait délicatement un petit miroir, positionné de manière à ce que Dame Doji puisse y voir son visage s'y refléter. Le cœur de la belle était conquis. Le mariage de Kakita et de Doji fut aussitôt célébré, et les festivités durèrent 7 jours. Quant au village de pêcheurs de Yazuki, il est désormais devenu Yufukuna Egentoshi, un grand port de commerce situé sur une rivière proche de Kyudan-doji. Le fils de Yasuki se maria peu après avec la sœur jumelle de Kakita, la fidèle Kiamori. Et dans le village des pêcheurs, on édifia un temple à la mémoire des ancêtres de la famille Yasuki, sur le lieu même de l'ancienne cabane de la vieille femme. Et 300 ans plus tard, quand la famille Yasuki brisa son serment d'allégeance au clan de la grue, le daimyo de la famille Doji ordonna que le temple soit détruit, pierre par pierre, et que l'on précipite le moindre vestige dans la mer. Le lopin de terre sur lequel se dressait autrefois la cabane n'a jamais été revendiqué depuis. La poussière qui le recouvre est devenue son unique linceul.